groupe de bénévoles s'active et essaye de repérer des terres qui pourraient correspondre, des fermes à vendre en fait, qui pourraient correspondre au projet du porteur de projet. Et une fois que on a trouvé la terre idéale, on active la foncière et on fait une collecte de fonds qui viennent de la société civile pour acheter ces terres. Et là, il y a conclusion d'un bail rural environnemental entre la foncière de Terre de Liens et le fermier. Et du coup, le bail rural environnemental, il inclut... alors, il peut être assez divers. En fait, c'est venu des collectivités territoriales et des acteurs de la défense, des parcs naturels, etc., dans ce but justement de favoriser la biodiversité. Et du coup, ils sont assez divers. Nous, on demande une agriculture biologique. Et après, il peut y avoir des diagnostics propres à certaines terres en fonction du vivant en fait, qui est recensé. Il peut y avoir des recensements. Il y a divers diagnostics qui peuvent être enclenchés. Et du coup, voilà, le bail ça va un peu s'adapter à ce qui est constaté sur place. Et donc, est-ce que de ce que j'ai lu en préparant cette table ronde, c'est donc que 200 fermes disparaissent chaque semaine en France et 1300 hectares d'espaces naturels et agricoles sont bitumés chaque semaine. Enfin, ces chiffres, ils sont quand même assez énormes. Donc, c'est pour ça, en fait, quel est aujourd'hui ce qui se passe au niveau des terres agricoles et donc pourquoi il y a ce besoin pour vous d'agir au niveau de Terre de Liens sur la foncière? Alors déjà il y a un problème un peu global, c'est qu'il y a une disparition en fait au-delà des terres agricoles, c'est des agriculteurs. Il y a déjà en fait c'est tout un mouvement qui a eu lieu depuis les années un peu 60 et qui est allé avec cette agriculture intensive où en fait les fermes se sont de plus en plus agrandies avec des monocultures, avec l'utilisation de plus en plus de pesticides. Donc il fallait agrandir pour que les exploitations deviennent rentables en fait. Donc du coup il y a cette partie-là où du coup là c'est vraiment des exploitations qui sont vraiment très grandes et en fait quand les agriculteurs partent à la retraite, s'ils n'ont pas d'enfants qui veulent reprendre, c'est des exploitations qui sont tellement grandes qu'elles sont invendables parce que le coût du foncier a augmenté considérablement avec les années. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une volonté aussi de retrouver des fermes à taille humaine. Et du coup, j'emploie volontairement le terme ferme et pas exploitation, qui soient vraiment à taille humaine et inclus dans leur territoire. Il y a tout aussi une dynamique de dynamisation, création de réseaux autour de ces fermes, vraiment de les implanter dans leur territoire. Et le problème qui se pose aussi, c'est que les terres agricoles sont confrontées à l'urbanisation, à la pression foncière, à l'étalement des zones urbaines qui a fait exploser les prix du foncier. Ouais. Et du coup, en quoi Terre de Liens agit pour le vivant? Du coup, Terre de Liens agit déjà pour le vivant parce qu'elle elle permet en fait une agriculture du coup biologique, biodynamique et paysanne qui défend des valeurs qui sont en fait à l'opposé de l'agriculture intensive qui, elle, a grandement participé à l'absence de biodiversité aujourd'hui dans les sols, à l'érosion des sols, à la disparition de plein d'espèces, que ce soit, du coup, si on peut rajouter le végétal au vivant, mais même à du coup favoriser les semences paysannes, garder cette biodiversité aussi, cette diversité d'espèces végétales, les insectes qui sont utiles, les pollinisateurs. Donc déjà, c'est vraiment par rapport à l'agriculture qu'elle défend. Et après, ça se met en œuvre par cette signature de baux environnementaux.
Et après, c'est une dynamique oui, de citoyens. Alors, dans les groupes locaux, les citoyens qui sont engagés, ils sont assez divers, ils viennent de formations assez différentes. Moi, j'ai pas une formation du coup scientifique, j'ai une formation plutôt juridique, mais je travaille dans le milieu agricole. Mais après, on a des gens qui sont scientifiques, il y a même des bénévoles qui peuvent aller faire des inventaires de la biodiversité sur les fermes qui sont achetées. Et en fait, il y a vraiment, oui, mise en place d'un réseau. C'est aussi créer un réseau autour des personnes qui s'installent pour faire vivre des savoir-faire. Et après, Terre de Liens, dans un niveau plus général, est impliquée dans un réseau d'associations qui s'appelle le Réseau Impact, dans lequel fait partie pas mal d'associations comme les CIVAM, les ADR qui œuvrent sur le changement des pratiques agricoles, sur la biodiversité. Et ça fait partie des axes, là, en plus de questions qui vont se poser dans les 2 ans. Il va y avoir un travail sur ça, justement, sur le dérèglement climatique, le changement de pratique et la préservation de la biodiversité. Ok, donc si on peut résumer un peu l'action de Terre de Liens, s'attaque entre guillemets à 2 facteurs de pression, peut-être même plus, qui sont au moins la destruction des habitats en préservant les terres et en évitant l'artificialisation de ces terres, et aussi limiter la pollution avec un retour à une pratique qui est plus respectueuse du vivant. Voilà, si je ne me trompe pas. Et donc là, tu viens de parler de changement climatique, donc transition toute trouvée pour toi, Mélanie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement tes travaux de thèse et en quoi l'anguille est-elle soumise à toutes les pressions qui s'appliquent à la biodiversité? Ce qu'il y a d'intéressant avec les poissons migrateurs, on en a dans Garonne, en Dordogne. Donc on les trouve en mer comme en eau douce. Et donc ils font face à toutes les menaces et à tous leurs stades de vie. Donc il y a 2 types de poissons migrateurs. Donc l'anguille, elle naît en mer et elle grossit en rivière. Et les autres poissons migrateurs, c'est plutôt le contraire, comme le saumon. Ils naissent en rivière, donc ils se reproduisent en rivière et ils grossissent en mer. Et eux, ils font face à énormément de menaces à tous leurs stades de vie. Donc ces poissons vraiment nous indiquent les changements globaux. Nous, on parle plus de changements globaux qui incluent tous ces changements. Et en général, si on ne trouve plus ces poissons-là, c'est que ça va mal et que l'écosystème est totalement déséquilibré. Et donc, en fait, il y a plein de mesures de gestion en place, que ce soit même en France, des mesures de gestion du saumon, de l'anguille, de la lauze, ces poissons migrateurs. Et en fait, ces mesures de gestion, elles sont réfléchies espèce par espèce. Et justement, c'est assez complexe parce qu'il y a différents usagers dans ces cours d'eau. Que ce soit les industries, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit... Et donc, en fait, il faut penser à tous ces éléments. C'est pas seulement l'environnement biologique, mais c'est aussi l'environnement humain et des usages. Donc, nous, on est les premiers alerteurs. Donc là, aujourd'hui, je suis en mission pour une association de pêcheurs qui sont les premiers alerteurs de ce qu'ils voient et de ce qu'ils observent dans les cours d'eau. Et en fait, peut-être qu'on le sait moins, mais les pêcheurs, eux, ils s'impliquent dans des programmes de préservation parce que c'est les premiers à vivre de ça. C'est aussi une culture, c'est la pêche artisanale. Comme j'avais vu dans un congrès, c'est l'avenir, la pêche artisanale plutôt que la pêche
industriels, voilà. Donc, ce sont vraiment des pratiques, une culture, c'est eux qui fabriquent les filets. Donc, il y a un savoir-faire aussi français qui tente d'être conservé. Et en même temps, donc, ce sont des citoyens, ils ont donc des sociétés privées et ils se sont donc fédérés au sein d'une association pour pouvoir agir pour le vivant, en fait. Et donc là, on alerte surtout par rapport aux espèces introduites. Et là, notamment, je vous ai amené des corbicules. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous promener en Garonne et en Dordogne, mais vous pouvez retrouver des petites palourdes. Donc ça, c'est une corbicule que j'ai prise dans l'eau, que vous pouvez trouver partout, hein. Et ça, la même chose, mais a été séchée, prise plutôt dans les graviers. Bah, tout bêtement, vous qui êtes citoyen, vous pouvez vous promener et observer ces espèces, et vous allez vous apercevoir que vous en trouvez énormément. Et ça, c'est une espèce qui a été introduite par justement les bateaux. En général, ça s'accroche à la coque. Et donc, ce sont ces espèces-là, avec ces changements globaux, qu'est-ce qui se passe? Elles se développent plus facilement parce qu'elles sont introduites. Elles viennent d'un milieu différent avec d'autres conditions. Donc, les conditions dans le milieu dans lequel elles sont introduites lui conviennent. Donc, elles peuvent se développer. Elles n'ont pas de prédateurs et normalement, elles ont aussi, elles se reproduisent très vite. Donc, ça, par exemple, ce sont des hermaphrodites. Les prédateurs, c'est des canards plongeurs ou des rats musqués. Donc, elles n'en ont pas beaucoup. Quelques poissons en mangent. Mais du coup, ça les favorise. Et ce qu'on dit, ce sont des espèces opportunistes. Mais dans le milieu naturel, normalement, ces espèces, elles sont faites aussi pour que le milieu revienne à sa résilience quand c'est possible. Mais quand c'est pas possible, bon. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est pas possible là, justement? Ça va trop vite. Okay. Ça va trop vite. On parle d'accélération des changements globaux par l'homme, l'anthropisation. Et ça va trop vite, en fait, par rapport à une érosion d'origine naturelle. Et nous, on a plus d'impact, comme tu disais tout à l'heure, que les extinctions d'avant, sachant que les extinctions en général d'origine naturelle, c'est une météorite ou, je veux dire, une cause naturelle. Donc, ce que je trouve alarmant, et que on essaye d'agir pour le vivant et d'agir vite. Et le souci, c'est que tout s'accélère très vite. Comme vous voyez, le climat, le climat est en lien avec l'océan. Et donc, plus on regarde les données, plus on constate de variabilité qui se répètent, mais dans une période très courte. Et ça rend difficile, en fait, les actions. Mais chaque action va aider, en fait, justement à préserver. Et c'est pour ça que chaque personne, en fonction de vos activités, de vos usages, de vos observations, du partage, si vous vous intéressez à ce qui est fait, s'il y a une communication, des associations, etc., c'est primordial. Parce que plus il y a de personnes qui sont au courant de ces actions pour le vivant, plus on va en parler, plus ça va avoir un poids aussi pour les politiques. Et puis, on va pouvoir agir et vous allez pouvoir nous donner vos observations aussi, si vous promenez au bord de Garonne ou je ne sais pas. Et forcément, nous, on aura un retour aussi. Voilà, chaque personne a son rôle pour ça. Et justement, par rapport à ça, donc il me semble que tu me parlais de l'autre fois aussi par rapport à l'anguille et à une politique de gestion que vous avez essayé de mener de réintroduction. Oui. Et qu'aujourd'hui, avec l'activité que tu fais aujourd'hui avec l'association de pêche, où tu t'es rendu compte que... pourquoi ça n'avait pas forcément marché, cette politique-là? Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu cet exemple que je trouvais assez intéressant
Alors, il y a une politique autant sur le continent canadien que français, donc de gestion sur l'anguille, qui est une espèce, c'est l'or blanc d'aujourd'hui, puisque son commerce illégal représente plus d'argent que la drogue. Hein, et donc, elle est en extinction critique. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. Et là, aujourd'hui, je m'occupe plus d'un de ces prédateurs, qui est le silure, une sorte de poisson-chat qui peut faire des tailles jusqu'à 3 mètres. Le record, c'est 2,74 m dans nos rivières, qui, pareil, comme la corbicule, qui s'est développée dans nos milieux, qui a été introduite, et qui, du coup, prédate notamment l'anguille. Donc, c'est un projet aussi qui soutient les autres mesures de préservation des autres espèces. Et ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale, en fait. Vraiment d'essayer de maximiser la biodiversité et de faire des mesures de gestion d'un écosystème, en fait, plus qu'une espèce. Parce qu'au final, on fait des choses pour une espèce et puis après on s'aperçoit qu'en fait, il y a un déséquilibre et qu'il faut s'occuper de son prédateur. Faut le réguler. Mais après, on va percevoir que le milieu aussi, il faut... Bon, là, il y a déjà beaucoup de plans de gestion sur le milieu. Après, on s'aperçoit que la connectivité, donc les barrages, etc., il faut laisser circuler la biodiversité. Donc, c'est aussi une problématique. Donc, voilà. Mais donc, tous les acteurs sont mobilisés, en fait. Et on travaille tous dessus à différentes échelles. Et voilà. Merci. Du coup, là, ce qu'on peut percevoir, c'est aussi pour pouvoir prendre en compte justement tout un système, il faut bien connaître le système, comme tu le disais tout à l'heure. Du coup, un peu comment on peut connaître ce système-là et du coup, quel est le rôle citoyen aussi sur cette connaissance pour qu'on puisse faire des politiques de gestion qui ne sont pas contre-productives par rapport à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Oui. Alors, comment connaître l'écosystème ? Donc, il y a donc différentes personnes qui peuvent avoir donc des casquettes et donc des connaissances sur cet écosystème. Et il y a aussi les citoyens qui travaillent avec cet écosystème-là et leur présence est primordiale parce que ils observent en fait le calendrier des événements, ce qu'on appelle la phénologie, alors, que ce soit la phénologie de migration, donc les passages, les présences des poissons, ou la phénologie des arbres, de la floraison, de la vigne, etc. Donc un citoyen qui va avoir un métier avec l'environnement, il est primordial dans ces projets parce que lui, il a les connaissances du milieu d'avant et de maintenant. Et il a l'habitude de ce milieu-là. Et donc, c'est primordial. Et tout ce qui est... les chercheurs en sociologie peuvent recueillir justement ces témoignages, en faire une connaissance. Donc, les sciences naturelles, c'est plus la connaissance technique du milieu. Mais si on fédère tout ça et qu'on compile tout ça et qu'on arrive à travailler avec ces personnes-là qui, dans mon cas, là où je travaille, ce sont des citoyens qui se sont fédérés au sein d'une association. Et grâce à ça, on peut agir en fait avec eux. Et le rôle du citoyen est vraiment primordial dans ces actions pour les connaissances qu'il a, le savoir-faire aussi. Il ne faut pas qu'il se perde, parce que c'est un savoir-faire qui est en harmonie avec la nature en général. Donc avec les matériaux qui sont en général français, qui sont des matériaux
qui peuvent être recyclés. Enfin, donc, le citoyen a vraiment un rôle très important. Donc ça, on parle aussi un peu c'est documenter tout ce qui se passe. C'est ça l'enjeu en fait aussi. On pourrait écrire toutes les paroles de nos anciens, donc parler à vos grands-parents et noter ce qu'ils vous disent. Et aussi, donc, je me permets, puisque Lucas Bernès de la LPO n'a pas pu être avec nous ce soir, mais la LPO est aussi très pionnière dans ce qu'on appelle les sciences participatives. Donc, qui a déjà entendu dans la salle parler de sciences participatives? Ok. Qui pratique? Ok, bravo Caroline. Donc, les sciences participatives, c'est justement des organisations comme les muséums ou des associations qui vont structurer les citoyens, aider à structurer une documentation citoyenne, puisque en fait, aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas assez nombreux pour pouvoir suivre tout ce qu'il se passe par rapport à un sujet, par rapport à une espèce. Le nombre d'espèces sur des insectes, par exemple, mais en fait, toutes les espèces, il y en a des millions et encore, on ne les connaît pas encore toutes. Donc, ça serait un travail titanesque de suivre l'évolution de ces espèces pour vraiment pouvoir comprendre et agir en conséquence. Et donc, les sciences participatives, c'est multiplier en fait les citoyens qui sont formés à une tâche très précise de mesure pour en fait pouvoir augmenter la donnée qui sera ensuite vérifiée par des personnes dont c'est le métier. Mais voilà, pour pouvoir augmenter la connaissance. Donc, une première action aussi, ça peut être de participer quand vous avez le temps. Il y a de tout type de programmes qui suit tout type de milieux, d'espèces, etc., sur les saisons, sur les insectes, les oiseaux qui se posent dans vos jardins, etc., et qui, en fait, même juste 1 heure de données, c'est déjà ça pour la science. Donc, voilà, sur le muséum, vous pouvez rechercher des programmes de sciences participatives et trouver celui qui vous sied, si ça vous plaît. Mais du coup, je veux bien. Est-ce qu'on peut passer le micro à Caroline, puisque tu as levé toi, quel programme de sciences participatives tu fais et qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je compte les vers de terre avec mes élèves. Voilà, donc à 3 reprises dans l'année, entre mars et juin, on fait une espèce de dilution de moutarde parce que ça fait ressortir les vers de la terre. Et on les compte, on apprend à reconnaître les différentes espèces et on envoie tout ça aux scientifiques. Exactement. On délimite des périmètres de 1 mètre carré dans 3 espaces différents dans le collège. Et voilà, on envoie tout ça aux scientifiques. Génial, merci. Donc voilà, sur l'enjeu de connaissance et Merci Audrey. Sur la participation citoyenne. Et donc, pour toi, Gaëlle, est Terre de Liens. Donc, le citoyen a aussi son rôle, parce que donc, vous faites aussi une veille des terrains agricoles. Et donc, comme tu parlais tout à l'heure, c'est bien la société civile qui se porte ensuite acquéreur. Donc, le rôle du citoyen, là, il est primordial. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer aussi comment s'engager? Oui, Terre de Liens, c'est vraiment un mouvement citoyen. Il y a différentes formats, il y a différentes façons de s'engager. Ça peut aller du don, juste d'une adhésion à l'association qui lui permet d'avoir des fonds pour développer. En fait, Terre de Liens, c'est aussi des outils. Ils ont mis en place une plateforme en fait de petites annonces de foncier. Il y a aussi un centre de ressources. Il y a aussi pas mal d'outils autour de ça. Donc, ça peut être de l'adhésion qui aide à financer en plus le fonctionnement de l'association.
Ça peut être des dons faits auprès de la fondation. Ça peut aussi être prendre des... Alors, Monique, qui est dans la salle, tu m'arrêteras si jamais. Je crois que c'est des parts sociales qu'on peut prendre de la fondation. Et après, il y a, voilà, quand il y a des mouvements avec une recherche de fonds pour acheter du foncier, là, c'est vraiment une collecte particulière. Donc en ce moment, je ne crois pas qu'il y en ait en Gironde. Et après, au niveau de l'engagement, donc il peut y avoir un engagement financier, et ça peut être aussi un engagement de temps avec du bénévolat. En fait, les groupes locaux se réunissent à différentes périodes, il y a différents rôles. Ça va du petit rôle à un engagement un peu plus important. C'est de la tenue de stand sur des événements autour de Bordeaux, enfin en tout cas en Gironde. Et le but, c'est de faire connaître l'association et de parler des valeurs qui sont défendues par Terre de Liens et d'alerter en fait sur ce problème d'accès aux fonciers agricoles. Je vais peut-être... Oui, il y a notamment une ferme viticole qui, en fait, ça a été une donation faite auprès de la fondation. Donc voilà, et oui, ce rôle de veille foncière est assez important. Du coup, Terre de Liens, c'est une association nationale. Il y a des antennes locales. L'antenne de Bordeaux, elle est encore, de Gironde, elle est encore assez récente. Il y a des endroits où c'est un peu plus développé, il y a plus de fermes, il y a plus de... Les bénévoles ont vraiment un rôle sur la rencontre de porteurs de projets et sur la veille foncière, qui est très importante. Et donc, par rapport à ça, je pense aussi du coup, au rôle citoyen, mais à peut-être aussi l'enjeu de la connaissance et de la formation citoyenne pour aussi agir, pour éviter les fausses bonnes idées. En termes de biodiversité, l'exemple un petit peu qui est de plus en plus mis en avant sur une fausse bonne idée, ça peut être un peu l'exemple du rucher et de mettre des ruches partout sur les toits. Donc ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je demande à la salle. Donc en fait, c'est plutôt dépend encore une mauvaise idée, parce qu'en fait, on va mettre plutôt des ruchers avec des abeilles domestiques qui vont en fait venir entrer en concurrence avec les abeilles sauvages pour l'accès à la nourriture. Donc, en fait, on va, en voulant sauver les abeilles, qui est un peu l'emblème aussi des fois de cette crise d'érosion de la biodiversité, et ben, en fait, on va accentuer la perte de la diversité, parce que l'érosion de la biodiversité, c'est pas seulement une perte de nombre de populations, mais aussi de la diversité des espèces qui existent. Donc du coup, il peut y avoir effectivement un enjeu de formation et de connaissance pour éviter de faire des choses qui vont plutôt à contre-courant par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et donc, il y a aussi un enjeu de formation donc des agriculteurs, parce que là, aujourd'hui, le modèle qui est un peu enseigné, c'est plutôt toujours le modèle un peu
intensif. Donc, vous, à Terre de Liens, vous avez une activité de formation aussi, c'est bien ça, des agriculteurs? En fait, il y a une formation des bénévoles. Après, en fait, les porteurs de projets viennent en général avec des projets qui sont déjà assez construits et qui répondent quand même à ces valeurs. Donc, ça peut être, il y a un partage un peu d'informations sur certains points qui pourraient un peu pêcher dans les projets. Après, il n'y a pas de formation en tant que telle des agriculteurs des futurs agriculteurs qui viendraient. Par contre, comme je disais tout à l'heure, Terre de Liens est dans un réseau, donc en fait, elle est à même d'orienter les porteurs de projets vers d'autres associations qui défendent une agriculture paysanne et respectueuse de l'environnement. Donc c'est plus de la... Parce qu'après, l'installation au milieu agricole, elle est assez complexe, qu'il y a le foncier, mais il y a aussi... c'est une entreprise... ça implique pas mal d'enjeux. Donc il y a beaucoup d'associations qui répondent à ces objectifs avec des associations qui vont être plus... sur du partage de savoir-faire. D'autres, c'est vraiment spécialisé sur l'installation, la transmission et la mise en relation. Terre de Liens, c'est axé sur le foncier et ça s'inscrit dans un réseau en fait, d'associations qui œuvrent pour la biodiversité en promouvant l'agriculture biologique et paysanne. Comme ça. On n'entend pas trop là-bas. Ah bon. Merci, excusez-moi. Et par contre, dans d'autres régions où ils existent depuis l'origine de Terre de Liens, donc depuis largement plus de 20 ans, où ils ont déjà plusieurs dizaines de fermes par exemple, ça permet ce réseau dont parle Gaëlle, parce que au sein de l'association, il y a des professionnels qui sont en capacité d'apporter des informations précises sur les modes de culture, les bonnes périodes, voilà, qui vont soutenir les fermiers. Ensuite, les fermiers s'entraident entre eux, s'apportent des informations également. Entre eux, il y a une transmission. Il y a une mise en réseau et en lien. L'association Terre de Liens, du coup, elle va aussi mettre en relation un porteur de projet qui va se poser une question spécifique sur un atelier de production. Si quelqu'un d'autre en France ou dans la région s'est posé la même question, il va pouvoir y avoir une mise en lien de ces personnes. Et voilà, par là, un réseau, en fait, il y a un réseau un peu d'entraide qui se développe et une transmission de savoir-faire par ce biais-là. Ouais. Ok, j'avais une autre question aussi par rapport donc à la pollution un peu. Donc sur l'agriculture biologique, donc je ne sais pas, n'hésite pas à me dire si tu n'as pas la réponse. L'agriculture biologique, on utilise aussi, il y a quand même des intrants qui sont autorisés, et notamment la bouillie bordelaise, donc qui utilise du cuivre. Comment vous accompagnez aussi donc le cuivre en fait qui est utilisé dans la bouillie bordelaise, donc on en trouve parce que c'est originaire d'ici, c'est très utilisé dans le traitement viticole, va rester en fait stocké dans les sols et aujourd'hui pose de plus en plus de problèmes puisqu'on atteint des seuils qui sont néfastes, voire létales pour certaines espèces qui vivent dans le sol et qui rendent. Donc, est-ce que c'est un sujet que vous connaissez et où vous pouvez accompagner aussi un peu puisque le choix de l'agriculture biologique veut aussi dire des contraintes
pour obtenir le label. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez ou comment vous faites peut-être évoluer ou en lien avec d'autres associations du réseau les pratiques en fait? Est-ce que c'est quelque chose où vous avez un regard avec la connaissance et les pratiques que vous mettez en avant Alors, du coup, ouais, pour le coup, c'est vraiment, oui, une question assez technique sur la viticulture. Du coup, ça, je pense que c'est une question qui est posée un peu par le syndicat bio, de viticole bio. Et c'est des axes de réflexion qu'ils ont parce que, effectivement, c'est aussi ce qui est souvent reproché aux viticulteurs bio. En fait, c'est d'utiliser voilà, ce cuivre qui va polluer les sols. Mais en fait, Terre de Liens va pas, par exemple, sur cette question spécifique, en fait, va pas forcément s'interroger sur des questions voilà, vraiment techniques et scientifiques. Là, encore une fois, c'est un peu le réseau, le réseau dans lequel appartient Terre de Liens. Je pense notamment, par exemple, au CIVAM, qui en fait sont des groupes en fait d'agriculteurs qui vont se réunir, vont se poser des questions par rapport à leur production et essayer ensemble de trouver une solution par rapport au problème qui est posé. Donc dans ces groupes, c'est pas forcément des agriculteurs bio, ça peut aussi être des agriculteurs qui sont conventionnels, mais du coup, ça va les amener à toute une réflexion derrière. Après, ça peut être du coup, alors peut-être pas sur la bouillie bordelaise, je sais pas trop. On a très peu, en fait, Terre de Liens. C'est plutôt des fermes à vocation alimentaire que viticole. Par contre, on en a quand même une en Gironde, mais sinon au niveau national, je crois que c'est la seule viticole. À la base, c'est plutôt alimentaire. Mais oui, je pense que sur ces questions-là, vraiment techniques, en fait, il y a tellement de questions qui se posent sur l'agriculture bio ou biodynamique que en fait il y a vraiment une multitude d'acteurs qui font chacun leur part et Terre de Liens va plus, je pense, réorienter et mettre en relation peut-être comme on disait tout à l'heure avec Monique, c'est qu'on va mettre en relation avec peut-être un autre fermier qui s'est posé exactement la même question technique et savoir lui comment il a fait par rapport à cette problématique. Ça peut être ça, mais après encore une fois non, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de formation sur des points techniques. Donc voilà, après, des fois, l'accompagnement peut dépendre des bénévoles qui sont dans le groupe local. En fonction, je pense à 2 bénévoles qui étaient dans le groupe local Gironde, qui du coup sont allés sur les fermes qu'on a en Gironde, faire des inventaires de la biodiversité qui était présente sur les fermes. Mais c'est pas, en fait, c'est vraiment lié au savoir-faire aussi des bénévoles qui sont dans les groupes locaux. Ouais. D'où l'importance de multiplier aussi le nombre de personnes qui s'engagent et surtout si on a des compétences qui peuvent servir. Ok. En fait, donc pour introduire un peu pourquoi je parle de ça, j'ai aussi travaillé sur un projet de dépollution des sols, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Et justement, il y a quelque chose qui moi m'intéresse. Donc, je ne sais pas si toi, Mélanie, tu connais aussi par rapport un peu au statut juridique et notamment à la pollution des eaux. Donc, je sais aussi qu'on a dans la salle des personnes qui travaillent sur ces sujets. Donc, en ce qui concerne le sol, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui de statut de protection des sols et donc de seuil de pollution à avoir. En fait, tant que le seuil n'est pas en fait, tant que la pollution du sol ne représente pas un problème pour l'homme, soit par la migration des polluants dans les eaux souterraines, soit par la migration dans l'air, aujourd'hui, le sol n'est pas considéré comme pollué. Donc, s'il ne pose pas de problème sur la santé humaine, ce qui en soi est un petit peu problématique à mon sens. Donc,
pour faire le parallèle, donc, Gaëlle, on parlait tout à l'heure de peut-être des avancées par rapport à ça. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Et Mélanie, par contre, l'eau a, elle, un statut. Est-ce que tu peux nous dire des choses par rapport à ça? Et s'il y a des amendements dans la salle, n'hésitez pas. Oui, moi ça va être rapide parce que je suis pas vraiment calée sur le sujet, mais oui, c'est des questions qui s'étaient posées en Nouvelle-Zélande avec mais du coup c'était sur des rivières, il me semble, qui ont obtenu un statut juridique et une protection par ce biais. Et alors peut-être que des gens dans la salle auront connaîtront un peu mieux le sujet que moi, mais je sais qu'il y a tout un collectif de juristes de droit de l'environnement qui s'attellent à ça. À faire obtenir un statut juridique. Je ne sais pas si c'est du coup à la nature, ou aux eaux, voilà, mais il y a vraiment un travail qui est là-dessus parce que, notamment via cet exemple de la Nouvelle-Zélande, ils se sont rendus compte que c'était un levier en fait pour faire reconnaître des droits. D'avoir un statut juridique, mais voilà, je peux malheureusement pas en dire beaucoup plus. Moi, ce que je sais, c'est que déjà, il y a des analyses d'eau qui sont faites, que ce soit de toute façon pour les règles sanitaires qui sont faites, donc nos eaux à nous dans nos maisons, l'eau minérale. Donc on regarde un ensemble de métaux, PCB, etc. L'eau de rivière aussi. Et que donc il y a un département sanitaire qui veille à ça. Que ce soit aussi les espèces qui sont pêchées dans ces eaux-là. Aussi, pareil, il y a des réglementations, elles sont surveillées. Par exemple, dans le Rhône, il y a quand même de la pollution, donc la pêche est interdite. En Garonne et Dordogne, ce n'est pas le cas. On est en dessous des seuils vraiment 10 fois moins que le seuil qui a été établi comme pouvant nuire à la santé. Donc il y a une surveillance des eaux qui est faite depuis quand même plusieurs années, donc déjà pour les règles sanitaires. Il y a aussi le système des réserves naturelles où là, les usages sont limités, la navigation est limitée, qui permet de préserver aussi les eaux et la biodiversité des pollutions. Il y a les citoyens sous forme de collectif ou même, par exemple, l'association des pêcheurs qui veillent à chaque fois qu'il y a un pic de pollution ou qui observent une pollution, qui vont alerter aussi. Donc il y a toute cette veille citoyenne. Pour ce qui est de la pollution, c'est assez, pour moi, tout ce qui est eau, nourriture, c'est assez réglementé. Je ne sais pas si quelqu'un peut ajouter quelque chose à ça. Voilà. Mais peut-être que, en tout cas, en tant qu'acteur, on peut aussi faire pression sur nos décideurs politiques pour augmenter ces statuts-là, cette considération-là, qui est une autre façon de protéger aussi le vivant et d'ajouter d'autres d'autres pressions pour les pollueurs ou les. Le cabinet signe un bail rural et environnemental. Donc, il y a des points qui sont faits sur la biodiversité, terre et nature. On a l'avantage, oui, d'avoir des personnes qui sont compétentes pour faire les inventaires. Et voilà, ce bail est parfois critiqué parce que contraignant. Pourquoi on impose aux fermiers d'avoir cette veille sur la biodiversité, mais voilà, on a cette réponse que d'année en année, on fait le point sur ce qui a été repéré quand on a signé le bail et 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, comment ça a évolué.
Ok, donc la règle. Oui, merci de le rappeler. Oui, et je me permets aussi de rappeler que, en tant qu'être humain, nous sommes vivants et qu'en fait, assez égoïstement, agir pour le vivant, c'est aussi agir pour préserver l'espèce humaine. Enfin, ne l'oublions pas. Ok. Donc voilà, c'est quand même assez important. Sur cette réglementation, un autre levier d'action qu'on peut avoir aussi, qui est important, donc sur la pression qui est la destruction des habitats. On parle aussi de continuité écologique. Donc, il y a une notion qui s'appelle la trame verte et bleue. Mélanie, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, et plus particulièrement, du coup, la trame bleue? Oui. Destruction des habitats, c'est un gros projet parce que donc, plus de 70% de la population vit sur les côtes ou bord de fleuves ou rivières. Donc ces espaces-là ont été urbanisés et donc en général on a modifié la courbe naturelle de ces cours d'eau. Où on essaye de préserver ces espaces-là parce que c'est des activités touristiques, culturelles, en faisant des actions qui ne sont pas forcément dans la dynamique naturelle de l'espace. Et donc, pour nos usages, donc on a transformé les habitats. Bordeaux, par exemple, est bordé de marais. Ce sont des marais, en fait, qu'on a urbanisés, asséchés, etc. Et que notamment, rue de la Rousselle, ce qui s'est passé, c'est aussi une déstabilisation un peu c'est un peu une conséquence de cet assèchement de milieux. On observe des choses voilà, un peu extraordinaires. Donc pour le milieu d'eau douce, c'est pareil. Le pire, c'est l'obstruction au passage avec les centrales hydroélectriques et les barrages ou même les petits seuils. Donc il y a plein de, les organismes comme Migado, eux justement veillent à ce qu'il y ait des passages pour ces poissons-là. Donc il y a tous des systèmes de franchissement. Alors, ce n'est pas que les poissons, mais il y a toute la biodiversité aussi qui est arrêtée par ces seuils et ces barrages. Et donc, tous ces programmes-là veillent à ce qu'il y ait une continuité, donc, dans vraiment le terme continuité, entre les milieux marins, milieux d'eau douce, jusqu'à l'amont, en fait. Donc là, c'est un gros travail, c'est une grosse directive aussi de la France et de l'Europe pour veiller à ça. Et pour la trame bleue, voilà. Donc la trame bleue, c'est donc avoir, comme agir pour le vivant, c'est aussi, donc il y a tout un caractère humain, c'est d'avoir des pratiques aussi qui vont dans la trame bleue et dans la préservation de la biodiversité. Donc, c'est avoir une activité écologique qui ne va pas à l'encontre. Donc, ce n'est pas une surpêche. Avoir des engins qui ne pêchent pas tout, des engins spécifiques à une espèce. C'est des réglementations aussi sur le bateau d'éthique animale. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs objectifs dans la trame bleue. Et donc déjà, tant qu'on pêche pas de manière intensive, qu'on pêche, par exemple, dans ce cas-ci, selon l'abondance de l'espèce, avec des engins où on assure l'innocuité, une pêche artisanale
déjà en tant que telle, elle représente tout ça en fait. Elle prend en compte tout ça, plus aussi les pratiques qui vont après dans l'éthique animale, etc. Donc le côté artisanal et ce savoir-faire-là, il prend déjà en compte ça. Donc la trame bleue, voilà, veille à ça en fait. Donc ouais, l'histoire de la trame verte et bleue, c'est d'avoir une continuité écologique. Donc sur la trame bleue, on peut avoir, un peu pour reprendre l'expression, donc du coup des bons et des mauvais pêcheurs aussi. Et donc, comment on peut... une autre façon d'agir pour le vivant, c'est donc de faire attention à ce qu'on achète et ce qu'on mange. Donc, en tant que consommateur, est-ce que tu peux nous donner un peu des clés pour identifier la pêche artisanale? Qu'est-ce qui est... Enfin, même si tu as des éléments par rapport à tout ce qui est un peu de label, est-ce qu'il y a quelque chose où on peut se fier ou en fait il vaut mieux aller plutôt chercher le pêcheur du coin que se fier au label, quoi? Pour les labels, je les connais moins. Mais alors moi, ce que je peux en dire, c'est d'aller chercher directement le produit en vente directe. Là, vous êtes assuré de la qualité, de la traçabilité du produit, puisqu'on peut voir que parfois la traçabilité du produit, il peut être en fait transformé en France, mais pas forcément issu de la France. Donc, la meilleure chose, c'est si vous pouvez vous aller en campagne ou en bord de rivière. Vous allez trouver des fermes, vous allez trouver donc des pêcheurs et donc acheter en direct. Et sinon, il y a le site de l'ANA, qui est l'association de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, où vous avez un ensemble d'agriculteurs, de pêcheurs qui ont mis leur adresse en fait pour que vous puissiez les retrouver en Nouvelle-Aquitaine. Certains ont un site, d'autres juste une adresse. Et donc là, vous avez un ensemble d'adresses répertoriées où vous pouvez donc acheter en direct et via des circuits courts. Et bien sûr, notre rôle de consommateur est primordial dans les actions du vivant. Bien veiller à ce qui est marqué sur les étiquettes, c'est très important. Mais en tout cas, si vous allez en vente directe, vous êtes assuré que ce que vous allez acheter, ça vient d'ici, en tout cas pour la pêche et aussi pour l'agriculture. Voilà. Oui, c'est un peu. Après, voilà, tout le monde sait en tant que consommateur que c'est pas forcément évident des fois de s'y retrouver. Les labels, ils ont un peu tous leurs bons et mauvais côtés. Après, ça donne aussi des indications. Nous, c'est pour ça qu'on demande de l'agriculture biologique parce que ça ressemble quand même. Enfin, ça rassemble quand même des grands principes qui sont respectueux, voilà, de l'environnement, de la biodiversité. On sait qu'il y aura certaines techniques qui vont être mises en œuvre chez les agriculteurs qui répondent à tel ou tel label. Après, c'est sûr que ça fait pas tout et rien ne vaut la vente directe. Après, dans l'agriculture, par exemple, le maraîchage, je pense aux AMAP, quoi, qui sont un moyen de créer du lien avec des producteurs locaux. Donc voilà, après, oui, je pense que c'est une vaste question de s'y retrouver parce que pareil, les labels, il y en a beaucoup. Donc on n'a pas forcément les tenants et aboutissants. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, l'agriculture biologique a quand même réussi à faire ses marques. Après, nous, on l'associe aux valeurs paysannes parce que ça défend aussi d'autres choses qui sont des fermes plus à taille humaine et voilà, qui agissent du coup là pour le vivant humain, quoi.
Ouais, donc effectivement, sur cette notion d'alimentation, quelque chose de tout bête aussi à notre échelle, c'est de diversifier notre alimentation. Pas manger que des frites et des pâtes, c'est aussi un moyen d'agir pour le vivant parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi la diversité des espèces qui rend la biodiversité forte et résiliente. Et donc aussi en diversifiant son alimentation et en n'achetant pas toujours les mêmes tomates ou les mêmes courgettes et en s'intéressant à différentes espèces, déjà, personnellement, je trouve ça intéressant dans l'assiette, mais ça a aussi un intérêt, mine de rien, d'action favorable aux vivants. Et juste par rapport à, donc là on a parlé de la trame bleue et par rapport à la trame verte, j'aimerais dire aussi que on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, surtout à Bordeaux, mais que la continuité écologique c'est aussi un enjeu et qu'en fait même avec un balcon ou un rebord de fenêtre, on peut permettre une certaine continuité écologique pour que en fait les insectes, les oiseaux puissent en fait trouver des refuges même au sein de milieux assez urbanisés. Donc il y a la possibilité d'installer aussi des refuges pour la petite faune. Bordeaux Métropole donne aussi, si je ne m'abuse, des abris pour les chauves-souris. Il y a aussi des associations à Bordeaux, Tous aux abris, par exemple, qui construisent des abris pour la petite faune, aussi pour les écureuils, pas les écureuils, les hérissons. Bon, c'est pareil. Voilà, il y a des choses à faire pour pouvoir aussi permettre une continuité entre nos différents espaces et pas qu'il y ait une cassure franche au niveau des milieux urbanisés. Voilà, donc on a vu finalement plusieurs moyens d'action. Donc je vais me tourner aussi un peu vers la salle. Est-ce que vous avez d'autres actions qu'on n'a pas évoquées ici, que vous aimeriez mettre en avant, ou des actions sur lesquelles vous avez des questions ou qui peuvent... Avec plaisir. C'est très important. Mais quand on entend agir, une bonne action, comme tu viens de le dire, pour le vivant, on a une dimension très objective de ce qu'il faut faire, quoi. On est tout de suite dans l'action et la bonne action. Or, moi, ce que j'ai entendu, j'espère que je ne suis pas trompé, vous allez me dire, c'est que ces bonnes actions, toutes les deux, j'ai ressenti ça, derrière, c'était de la complexité, et de la complexité de négociation avec beaucoup d'êtres humains. Et que la discussion, c'était comment on peut être responsable de l'humanité qui vient. Et que ce n'est pas si facile que ça, et que la bonne action est toujours renvoyée à des négociations contradictoires, souvent antagonistes, avec d'autres humains. Et donc c'était ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire en fait, comment on fait humanité ensemble. Voilà, je voulais m'assurer que j'avais bien compris que l'idée, c'est pas seulement de faire, c'est aussi de vérifier que ça fait humanité ensemble, compte tenu de la présence d'autres humains et des contradictions qui ont l'air d'être souvent insurmontables et qu'il faut quand même, c'était la fin de l'atelier tout à l'heure, arriver à concilier des inconciliables parce qu'on a effectivement la liberté, la dignité de penser à une humanité future. Donc moi, ça me gêne toujours quelque part d'être sur la bonne action parce que c'est peut-être l'âge qui fait ça, mais je sais que derrière la bonne action, il y a toujours de la contradiction, il y a toujours de la négociation. Et j'aime bien revenir à faire humanité ensemble, c'est-à-dire à la dimension des enjeux culturels. On pardonnera, mais c'est une façon de faire la liaison avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Bel écho, merci, effectivement. Enfin, comme l'a dit Mélanie, il y a des enjeux qui sont multiples. Il y a aussi des enjeux socio-économiques dont il ne faut pas
dont il ne faut pas faire fi, parce que sinon on s'en sortira pas non plus, puisque voilà, c'est aussi le respect de la dignité des agriculteurs. Donc il y a d'autres moyens d'action aussi qui sont un peu plus sur les blocages, ou même des actions qui sont très directes et assez menaçantes envers les agriculteurs, qui prennent pas du tout justement en compte cette notion de dignité, de liberté. Et en fait, il y a d'autres enjeux qui sont là, quoi. Tout est très complexe. Enfin, je suis d'accord avec vous qu'il y a une complexité derrière beaucoup de choses, mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi sur le fait d'agir pour le vivant, pardon. C'est aussi changer un peu des mentalités, changer un système. En tout cas, dans l'agriculture, c'est vraiment il y a beaucoup de travail parce qu'il y a encore les mentalités. L'agriculture intensive, elle est encore majoritaire. On parle de protéger le foncier, mais en fait, on est des citoyens qui luttons contre des fois des systèmes, donc c'est sûr que tout est complexe. Moi, j'ai tendance à me dire qu'il faut se réjouir des bonnes nouvelles, même si elles sont parfois petites, mais le travail de Terre de Lion, en tout cas sur le foncier, est assez important, et le fait aussi d'avoir un peu l'éducation populaire, quoi, auprès de la population, face à ces enjeux. Mais oui, je suis d'accord que tout est parfois très complexe. Oui. Oui, parce qu'on est tous interdépendants. Donc, il faut aussi on arrive à vivre ensemble, agir ensemble, travailler ensemble. Donc, c'est sûr que parfois, ce n'est pas évident. Il y a aussi avoir un langage commun. Parce qu'en général, quand on parle d'une personne à l'autre, on n'a pas la même définition des termes. Et là, déjà, c'est un point où il peut y avoir justement des incompréhensions. Moi, j'avais vérifié ça notamment entre différentes sciences scientifiques. Par exemple, le terme résilience pour un écologue, pour un politicien, pour un sociologue. On a des définitions complètement différentes. Et pour piloter une résilience, il faut prendre en compte aussi toutes ces définitions. Donc, il y a déjà établir un langage commun, et aussi définir les termes aussi systématiquement. Je pense que c'est important. Et la notion de groupe aussi peut faire aussi du poids si plus de personnes s'allient ensemble, ont justement ce langage commun ou une action commune et de différents secteurs ou milieux. Là, on peut aussi avoir un poids politique. Mais c'est beaucoup, effectivement, de négociation aussi, de diplomatie, et à réussir à trouver le besoin des autres et de faire un besoin commun aussi à toutes ces personnes pour monter l'action. Et c'est vrai que ça demande en amont, des façons d'organiser les choses ou de préparer les choses comme Bordeaux Bascule fait. Notamment, je trouve c'est intéressant. Non, mais dans les techniques, les méthodes, en fait. Voilà, les méthodes. Mais oui, c'est complexe. C'est complexe. Donc, effectivement, il y a une complexité, mais j'aimerais quand même rajouter que c'est pas pour ça qu'il faut être atterré et dire ah bon mince, c'est plutôt mal parti et en plus c'est complexe donc on va pas s'en sortir. Je trouve que ce qui est intéressant dans l'idée d'agir pour le vivant et pour la biodiversité, c'est aussi qu'on voit quand même des résultats assez rapidement. Donc je sais pas si tu as des exemples aussi, Mélanie, mais c'est par rapport peut-être à
sans vouloir faire de comparaison ou quoi, ou de priorisation, mais c'est vrai qu'une action sur le climat, puisque cette semaine est aussi dédiée au climat et à la biodiversité, aux deux thématiques, une action sur les climats, en fait, quelque chose qu'on fait aujourd'hui, ça sera visible dans 50 ans, voire plus. Donc ça peut être des fois un petit peu démobilisateur aussi de se dire, bon, bah, on fait quelque chose, mais on sait pas trop ce que ça va avoir comme conséquence vraiment, alors que sur une action par rapport au vivant, en fait, assez rapidement, on peut voir le fruit de notre travail. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant et important à souligner parce que, pour continuer dans l'action, c'est toujours bien d'avoir des résultats, même si rater, c'est important. Il faut savoir mieux rater pour faire écho à l'atelier d'avant. Mais du coup, Mélanie, sur cette idée-là. Ce que tu dis, ça me fait penser à justement cette complicité fait naître des idées, donc l'innovation. Parce que finalement, on est tous un peu en recherche, à la recherche de qu'est-ce que la bonne solution, la bonne action. Et je dirais le bon côté des choses, c'est ça, c'est le caractère innovant, parce que nous-mêmes, on va faire des choses nouvelles au quotidien. On va ou soit revenir à des savoir-faire anciens. Donc ça nous bouscule. On pense à des nouvelles choses, on fait des nouvelles choses. Donc je pense que ça a cet avantage-là. Et effectivement, il faut qu'on puisse adapter, casser un peu nos habitudes et s'adapter aussi à un changement, à changer, à être capable de changer nos pratiques en fait. Et bien sûr qu'on peut voir, alors l'exemple très fort, c'est pendant le confinement, quand on voyait la biodiversité reprendre vie dans nos milieux, alors qu'elles étaient moins visibles. Là, on a vraiment vu la biodiversité dans nos villes ou dans nos fleuves. C'était assez extraordinaire. Donc, on a pu voir qu'en très peu de temps, la biodiversité peut reprendre sa place. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme un labyrinthe où il suffit de trouver le bon chemin ou la bonne clé et ça peut dénouer justement toute cette toile en fait. Donc c'est vrai, donc on cherche différentes choses. C'est un peu comme la recherche. Puis un jour on va trouver le bon truc et enfin voilà. Enfin si j'ai une pensée positive, ce serait celle-là de savoir s'adapter au changement, de changer nos pratiques et d'être patient et que chacun fait un petit peu quelque chose, c'est sûr. Donc et c'est ça le plus important en fait. Même si on ne voit pas les bénéfices à un court terme, mais si chacun on fait ça, on les verra. Une question dans la salle. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire sur le confinement. Au final, moi, j'avais lu un article comme quoi la biodiversité n'est peut-être pas forcément revenue en ville, mais c'est plus qu'on la voyait. Et donc, il y a aussi de savoir la regarder, l'écouter. Et là, ça revient aussi aux sciences participatives, d'observer ce qu'il y a autour de nous. Et sinon, pour faire le lien aussi avec ce que tu disais de ton atelier sur les droits culturels, moi, ça me fait penser à revenir à des savoir-faire anciens et aussi respecter certaines populations, notamment des peuples anciens, des peuples autochtones qui, en fait, ont une préservation du vivant dans leur manière d'être et d'agir au quotidien. Et en fait, c'est aussi de revenir à leur savoir, à leur savoir-faire, à leur savoir-être, et du coup de les encourager, de les soutenir dans leur combat, notamment, je pense aux gardiens de la nature en Amazonie. Il y a différents coins du monde où il y a des populations qui, elles, sont vraiment des gardiennes du vivant. Et donc, une autre manière d'agir, ça peut être aussi de s'intéresser à leur combat et de les soutenir à notre manière. Et il y a des actions aussi juridiques qu'on peut soutenir. Et du coup, là, ça fait aussi le lien. Et peut-être que l'association dont tu parlais tout à l'heure, c'était Nature Rights.
Ah, l'affaire du siècle? L'affaire du siècle? Avec notre affaire à tous? Mais voilà, il y a plusieurs associations, dont Nature Rights ou Wild Legal, qui travaillent sur les droits de la nature, et certaines associations qui soutiennent directement les peuples autochtones ou voilà, les populations qui essaient de préserver la biodiversité. Et par rapport à ça, donc cette idée de revoir aussi ce qu'on ne voit plus. Donc effectivement, on a pu écouter aussi, écouter les baleines qu'on n'entend pas d'habitude parce qu'il y a trop de pollution sonore avec les bateaux. Donc le confinement a été intéressant pour la recherche sur plusieurs aspects. Et donc cette idée de se relier en fait à ce qui existe et sur un peu les savoirs ancestraux. Et donc il n'y a pas qu'en Amazonie aussi, on a des choses, on s'est un peu détaché, nous aussi, mais au final, j'étais chez mes grands-parents la semaine dernière et je m'émerveille un peu de faire que eux, ils ont des fois aussi un peu oublié, ou en tout cas, ils sont passés pour le soin, l'alimentation, à aussi des choses plus faciles. En fait, eux-mêmes, ils y reviennent. Et sur le fait qu'on est entouré de plein d'espèces, sans vouloir non plus promouvoir une vision totalement utilitariste du reste du vivant. C'est pas non plus ça, mais on a en fait une coévolution, et c'est pas pour rien non plus. Donc c'est aussi un retour à s'émerveiller de ce que notre environnement proche peut aussi nous apporter. Et donc même nos plantes vertes d'intérieur et nos 3 copines là-bas derrière, c'est aussi ça, agir pour le vivant, c'est promouvoir le vivant partout autour de nous. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était passé aux informations à une ville en Angleterre où le maire avait donc incité la population à mettre différentes plantes dans leur jardin, sur leur balcon, et il se trouve que c'est la ville où il y a le plus de biodiversité d'oiseaux grâce à cette action par le maire, et en peu de temps, je crois, même pas une décennie ou quelque chose comme ça. Donc, comme exemple, voilà une pratique peut augmenter la biodiversité quand elle est bien pensée, réfléchie. Voilà, j'ai ça comme exemple de court terme. Il est où la LPO? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ok. Qu'est-ce qui te gêne? Ouais. Oui, ouais. Non, mais ouais. Ou société citoyen du monde un peu. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que. Ok. Ben, non, mais c'est intéressant. Merci. Merci pour ça. Ok, bon bah du coup, on va Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, une action, quelque chose qui vous parle et que vous voulez inciter le public à faire même dès ce soir, dès demain? Ouvrir les yeux, voilà, regarder la nature, les arbres, le ciel, l'eau. Alors là, je vous défie, si vous êtes au bord de Garonne, de me trouver un poisson. Si vous en trouvez un,
Bon, si c'est en reproduction, tant mieux. D'ailleurs, si vous voulez, bon là, la période est passée, mais en mai et juin, je vous conseille bon, il y avait le confinement, couvre-feu, de vous balader la nuit vers, par exemple, Langon, et vous allez entendre des bulles d'alose. Donc, en fait, c'est les aloes qui sont en reproduction et qui font des ronds, en fait, à la surface, et vous pouvez les entendre. Vous n'êtes pas obligé de les observer. Ne mettez pas la lumière, ça va les effrayer. Donc, il faut juste les écouter. Et en fait, vous entendez un bruit d'eau, donc un bulle, ça veut dire un poisson. Donc, si vous entendez 2 ou 3 ou 4 ou une dizaine au quart d'heure, normalement, on entend plus d'une quarantaine, normalement, quand il y a un nombre suffisant de poissons. C'est bon signe. Donc voilà, je vous invite à observer ça, à écouter, parce que pas que ça se perde et pour que ça se diffuse aux personnes, d'observer nos milieux. Voilà. Moi, ça va être simple. Rejoignez Terre de Liens et rejoignez le groupe local. Non, oui, voilà, oui, en tout cas, on est toujours preneur de bonne volonté à Terre de Liens. Et après, au-delà de ça, c'est prêter attention à ce qu'on mange, aller rencontrer les paysans qui sont à côté de chez nous, et voilà, essayer de consommer local. Et c'est déjà, je pense, une bonne chose. J'avais aussi, dans le cadre d'une conclusion, l'idée d'une ressource, un livre ou une vidéo ou une conférence que vous pourriez conseiller pour qu'on puisse approfondir ce dont on vient de parler. Terre de Liens a un centre de ressources sur pas mal d'informations qui touchent à l'agriculture. Là, il y a un livre, donc du coup, c'est pas forcément en rapport avec Terre de Liens, mais si c'est en rapport avec l'agriculture qu'elle défend, donc l'agriculture paysanne. Il y a un livre qui a été fait qui s'appelle Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan, qui reprend un peu des valeurs de l'agriculture paysanne et qui cible un peu les problèmes liés à l'industrialisation de l'agriculture et à cette agriculture intensive. Voilà. Alors, il y a lesanguilles.com, ça c'est mon blog. J'ai pas eu le temps de tout finir. Il y a des références. Il y a le travail de Frédéric Santoul de l'Université de Toulouse. Il a écrit dernièrement un livre sur le silure. Il y a le livre d'Éric Feuten aussi, qui est au Muséum d'histoire naturelle sur l'anguille. Voilà, parce que là, c'est des actions scientifiques plus ou moins vulgarisées, mais décrites. Voilà. Merci. Et moi, je suis sur un peu la même ligne. J'ai envie de vous inviter à vous émerveiller effectivement de ce qui vous entoure, parce que pour moi, c'est aussi un peu pas forcément la première étape, mais en tout cas une étape qui permet aussi de créer un lien et d'avoir envie d'agir et de s'y connaître. Donc apprendre à regarder un peu autour de nous. Et pour s'émerveiller, moi je conseille une lecture qui est Être un chêne de Laurent Tillon. Et également Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, deux belles lectures pour apprendre à s'émerveiller du monde végétal et du monde animal. Voilà. Il y a un livre aussi, c'est À quoi pensent les poissons, je crois. À quoi pensent les poissons? Ok, voilà. Donc, merci à vous d'être venus nous écouter. J'espère qu'on a répondu à vos questions, ou en tout cas qu'on vous a donné envie d'agir pour le vivant. Voilà, merci. Et donc, à 19h, ici même, il y aura une projection débat. Et le bar est également ouvert à 19h pour